Bonjour et bienvenue à ce 47e épisode de Pixels Café. Je suis votre hôte Thomario et je suis accompagné par le terrifiant Arthur. Salut. Par l'immonde Hante. Adieu. Et l'apocalyptique pardon, j'ai révélé son identité. L'apocalyptique Dr. D. Alias la faucheuse. Alias la faucheuse, exactement. Pourquoi j'ai introduit avec si peu de tact mes collègues aujourd'hui, c'est parce que nous allons parler de jeux d'horreur. Comment le genre de l'horreur est-il perçu dans le jeu vidéo? Comment est-il retranscrit? Donc voilà, nous allons parler de ça et je laisse la parole à qui veut bien commencer. Alors là, je viens d'avoir un flash sur un jeu que j'ai pas noté dans ma liste, mais du coup je vais en parler maintenant parce que comme ça ce sera fait, qui est un jeu qui mêle horreur et humour et qui est génial. Alors c'est de la série des House of the Dead, donc qui est déjà un peu connu pour ses scénarios un peu bancal, très banco. Mais en fait, je vais parler de The Typing of the Dead Overkill, qui est en gros House of the Dead, sauf qu'on écrit sur son clavier des mots pour dézinguer des zombies au lieu de les viser avec notre souris. Voilà, c'était vite fait pour... Enfin, je veux dire, le scénario il est débile comme tous les House of the Dead. On joue un flic blanc et un flic black. Le flic black, il a tous les clichés racistes possibles du monde. Barrette. Le flic blanc, évidemment, c'est aussi la même chose. Et puis, enfin, voilà. Bah, du coup, j'enchaîne directement parce que moi, je voulais commencer par parler d'un pseudo-jeu d'horreur, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Luigi's Mansion, qui est un jeu de Nintendo, et puis forcément quand Nintendo fait un jeu, ça peut pas être un vrai jeu d'horreur, mais c'est assez marrant parce que justement, si vous connaissez pas, l'idée c'est que vous êtes Luigi, le frère de Mario, donc le héros du jeu vidéo, qui est un grand trouillard, et puis vous êtes censé justement sauver Mario, qui est en fait pris au piège dans un manoir hanté, et puis là, le jeu va s'amuser avec tous les clichés des films d'horreur, mais bien sûr à la sauce pour les enfants. Bon, il y a quand même quelques trucs, je dirais pas qu'ils font peur, mais il y a quand même quelques trucs qui sont assez bien trouvés et qui jouent bien son rôle de quand même bien un jeu assez mature quand même. Donc ouais, c'est un jeu chouette. Vous devez capturer des fantômes à la Ghostbusters et puis voilà, le jeu s'amuse là-dessus avec tous les films d'horreur que vous pouvez imaginer. Vous voyez, vous entrez dans des pièces où vous avez la salle de bal où les fantômes sont en train de danser au milieu de la salle de bal, et puis après vous arrivez dans la chambre de l'enfant où la lumière est éteinte, et puis vous voyez un cheval à bascule bouger tout seul. Enfin bref, c'est assez fun, c'est marrant et j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, c'était ma petite référence drôle horreur. Ouais, je vais peut-être prendre la suite pour éviter de rebondir. C'est vrai que le style jeu d'horreur est un style assez riche que, pour le dire très franchement, à titre personnel, je maîtrise pas très bien. En revanche, le folklore du jeu d'horreur nous vient déjà des livres, des films d'horreur, et dépasse très largement le jeu d'horreur lui-même. Ce qui fait que, comme tu le disais, Mario, avec Luigi's Mansion, qui est une intro très intéressante, on a une espèce de parodie du style d'horreur à la sauce Nintendo, tout en ayant une inspiration assez forte de Ghostbusters au niveau de comment on aurait pu transformer le gameplay pour en faire un truc pas effrayant, mais qui fait honneur à tout ce style. Moi, comme je suis très peu connaisseur des jeux d'horreur, je vais parler des jeux qui s'inspirent du monde de l'horreur. Je pourrais rapidement mentionner Castlevania, qui est un assez brillant hommage à tout ce qu'on peut trouver dans l'épouvante. Il n'y a qu'à voir les ennemis, peu importe l'épisode, et pour autant, on va être dans un truc plutôt badass. On n'est pas là pour crever de trouille, mais dans un registre très différent, qui lui, par contre, est dans le registre de l'horreur d'un point de vue psychologique. Il y a un jeu de chez Nintendo que je trouve extrêmement fort pour ça, enfin même deux jeux en particulier, qui sont deux épisodes de Metroid, à savoir Metroid Other M et Metroid Fusion. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces deux épisodes? Des situations où Samus se retrouve face littéralement à son cauchemar. Dans le premier que j'ai évoqué, elle se retrouve d'abord aux prises avec une créature dont on ignore tout au long de l'aventure ce qu'elle est. Elle fait des dégâts, elle tue des membres de l'équipage sans qu'on le voie. Ouais, et puis elle a vraiment une naissance style Alien, il me semble qu'elle commence dans un œuf et puis que ça devient une petite créature presque chou, enfin... Exactement.
Et à la fin, en fait, on s'aperçoit que la créature en question, c'est la némésis de Samus, celle qui a tué ses parents devant elle. Donc là, on a vraiment quelque chose du registre psychologique de l'horreur, avec même un moment où on se fait, pour reprendre une expression à la honte, tataner la gueule par ce qui va devenir un boss, et on commence très mal en point pour essayer de l'affronter, ce qui nous met dans une, disons, dans une disposition de jeu assez intéressante, où déjà on part très très mal. Dans Metroid Fusion, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve juste tout droit sorti d'un bloc médical et en fait Samus, qui est toujours l'héroïne, a été attaquée par une créature qui vole les informations génétiques de la personne qu'elle attaque pour ensuite la cloner. Elle perd quasi tous ses pouvoirs parce que, soyons honnêtes, c'est un nouvel épisode, alors pour les voler il faut partir de zéro, mais elle se retrouve poursuivie par cette créature qui s'est clonée. On verra qu'il y en aura plusieurs exemplaires d'ailleurs au fil du temps, et qui, quand bien même elle s'est clonée, le premier exemplaire tente de traquer l'original pour essayer de la tuer. Donc on a des phases où d'un coup on est poursuivi, et on doit vraiment être en mode furtif pour éviter cette Samus, cette crypto Samus qui tente de tuer l'original et qui le fait très facilement si vous êtes repéré. C'est vraiment des cas où, pour les deux, on a une logique cette fois de l'horreur au sens ressenti. Et moi, ça me parle beaucoup. Je vais rebondir sur ce que dit Dr D. Il y a une mécanique de jeu qui est surutilisée dans les jeux d'horreur. Jumpscare. Non. Ah, pardon. Plus simple, la santé mentale. Ah ouais. Alors, tout à fait. Ça c'est un truc qui vient des jeux de rôle de Cthulhu, sauf erreur. Donc, Cthulhu. Cthulhu. Et puis du coup c'est le truc que au bout d'un moment votre personnage, s'il a plus assez de santé mentale, il devient fou. Et en fait c'est une barre de points de vie parallèle. Donc ça rajoute des éléments de gameplay assez intéressants. Puis un des jeux qui reprend cette mécanique notamment, c'est Amnesia. The Dark Descent. Il a déjà sous-titre. C'est juste, il y a l'autre. Il y a l'autre de Pig. A Machine for Pigs. Bref. Il est nul. Je peux Il est te nul. jeter. Mais donc il y a cette mécanique qui est là, et puis c'est assez intéressant, moi je trouve, comme c'est traité, notamment dans Amnesia, mais dans plein d'autres aussi. Amnesia, ce qui était vraiment intéressant, c'est que c'était vraiment un de ces jeux d'horreur où tu n'avais pas besoin de dézinguer des monstres. Mais voilà, et puis ça c'est dans l'univers de Lovecraft. Généralement les grands anciens ou les bestioles qui l'accompagnent, on se frite pas avec, on n'a pas d'armes ou quoi que ce soit. Pour lutter contre, on est face à ces trucs, on est totalement désemparé, on n'est pas capable de lutter contre, donc on doit fuir en général ou on devient fou. Et la plupart des nouvelles de Lovecraft justement se terminent avec la folie du personnage qui est écrit depuis un asile ou qui se suicide d'une manière X ou Y. Ça c'est, enfin, la mécanique selon laquelle on est sans défense, c'est selon moi surutilisé dans pas mal de jeux d'horreur, en tout cas dernièrement. Ouais, dernièrement, je veux dire, c'était pas du tout le cas. Non, évidemment, enfin, genre des Resident Evil ou comme ça, on arrivait très bien à avoir peur, mais en ayant des armes. Tandis que là, typiquement dans Outlast, on ne peut rien faire. Dans Amnesia non plus d'ailleurs, enfin on a notre torche, mais c'est à peu près tout ce qu'on a, alors on doit régler des puzzles, mais on peut jamais essayer de combattre les créatures qui nous foncent dessus d'une quelconque façon. Bon, Amnesia était vraiment le précurseur dans le domaine, hein, donc difficilement critiquable, parce que c'est vraiment le premier jeu d'horreur à donner cette mécanique justement où vous êtes complètement désemparé, t'as pas d'armes, t'as rien du tout ce que t'as, c'est ta lampe torche. Quoi, donc, Mais c'est là où je veux revenir, en fait, la raison pour laquelle j'ai très peu joué à ces jeux-là, c'est pas tant parce qu'ils me font peur, c'est parce qu'ils me frustrent. Parce que, alors, selon moi, évidemment, on va pas commencer à me filer des flingues pour défoncer ces créatures parce que ça ferait plus peur, du coup, étant donné qu'on a un moyen de défense. Mais on devrait avoir moyen par exemple, d'essayer de pouvoir ralentir la créature en lui balançant des trucs à la gueule ou des trucs. Enfin, ajouter des mécaniques comme ça parce que le fait de juste pouvoir fuir, ça se transforme très vite en un trial and error qui peut devenir parfois monstrueusement frustrant. Je pense à Outlast, à plusieurs passages, c'était simplement essayer, mourir, réessayer, mourir, et puis je me disais, ah d'accord, la créature, elle a réagi comme ça, donc je vais faire autrement, et puis ça fonctionnait. Moi, c'est peut-être l'inconvénient de la chose, mais t'as un avantage extrêmement
fort dans la peur, c'est que quand tu es face à un truc qui fait peur, tu sais tout de suite ce qu'il faut faire. En général, quand tu as peur, tu as un peu des réflexes comme ça, tu fuis, tu dois fuir. Et puis c'est un des arguments avancés par... Alors moi je dis pas qu'on doit pouvoir combattre les créatures, je dis qu'on devrait pouvoir avoir des moyens de faire autre chose que simplement fuir, comme par exemple, je sais pas, faire tomber des armoires pour bloquer une porte, pour être tranquille pendant un petit moment, le temps que la créature fasse le tour pour ressortir par une autre porte ou un truc du style. Parce que là, typiquement, dans Amnesia, en tout cas de ce que j'ai pu y jouer, grosso modo, on court jusqu'à cette créature ne nous suive plus. À la limite, on saute dans une armoire et puis on attend un petit moment. Et puis ensuite, on peut recommencer à se balader et puis c'est bon. Ce que je trouve un petit peu dommage. Typiquement dans les Outlast aussi, c'est exactement le même principe, sauf là c'est des casiers. Mais je trouve qu'on devrait pouvoir faire plus que simplement s'enfuir. Même si c'est vrai que c'est un truc qui est suffisamment efficace parce que du coup, effectivement, on n'a aucun moyen de défense, donc on sait que chez moi on voit une créature, il n'y a pas 36 solutions. On se casse, et ensuite on essaye autrement. C'est vrai que c'est une bonne mécanique d'horreur, mais je trouve qu'elle est surutilisée ces derniers temps. Il y a 3 mains qui se Peut-être juste pour prendre le contre-pied de ce qu'on a dit dans le dernier épisode, c'est que en général, le jeu vidéo a la folie des grandeurs où on se retrouve en toute fin notamment des jeux de rôle à affronter les dieux. Les univers Lovecraftiens font exactement l'inverse, à savoir qu'ils nous y confrontent et qu'on n'a aucune chance. Et c'est là où le style de l'horreur est intéressant, c'est qu'effectivement notre meilleure chance c'est de courir dans beaucoup de situations, puis que la seule limite c'est de distinguer 3 types de créatures d'horreur. Celles qu'on peut dézinguer avec un flingue, dont on va forcément parler un peu, celles qui de toute façon nous courent après en traversant les murs façon la mort qu'on rencontre dans plein de jeux qui dépassent le style de l'horreur. D'ailleurs il y a le cas dans un Zelda d'une certaine manière aussi. Et puis dernier cas, c'est effectivement ceux qu'on pourrait freiner en mettant des meubles sur la route ou que sais-je. Et effectivement ça laisse, disons, 3 registres de gestion de l'horreur différents. Tout à fait. Oui, parce que moi j'ai parlé que de Luigi's Mansion, donc j'aimerais bien parce que moi le jeu d'horreur c'est un petit peu mon dada. C'est moi qui ai choisi le sujet justement, alors j'aimerais bien pouvoir en parler. Oui, alors avant de citer mes 2 séries préférées, je voulais parler d'une série que j'aime beaucoup. Pas une série que j'aime beaucoup, mais un jeu en tout cas que j'ai testé, que j'ai beaucoup aimé par son originalité. Après, il avait beaucoup de défauts, mais l'originalité de l'horreur était vraiment bonne, je trouvais. Ça s'appelle Forbidden Siren. Alors, c'est pas ultra connu, mais quand même, ça a franchi nos frontières, parce que c'est un jeu très japonais à la base, qui se passe d'ailleurs sur une île au Japon, je crois. Et moi je voulais parler du 2 parce que j'ai jamais joué aux autres, je sais même pas combien il y en a, j'avoue. Mais le 2 en tout cas introduisait des mécaniques de jeu qui étaient vraiment super intéressantes au niveau de l'horreur. Je vous donne l'exemple, la mission d'introduction. Donc l'idée dans le jeu c'est que vous avez la possibilité de voir à travers les yeux d'autres personnes en fait. Donc ça peut être des alliés ou ça peut être les monstres directement. Donc l'idée c'est un peu des fois vous allez vous projeter dans les yeux du monstre puis vous allez vous voir passer vous et puis vous allez un peu vous flipper votre race. Mais bref, mais le jeu s'introduit avec un concept que j'ai trouvé absolument fantastique et à la fois horrible. C'était que vous jouiez un malvoyant. Donc vous aviez votre écran qui était complètement flou, vous voyez presque rien. Et il a un chien, ce malvoyant. Sauf que vous pouvez pas contrôler le chien, vous pouvez justement voir à travers ses yeux. Et c'est là où ça devient super intéressant, parce que vous avez aucun contrôle sur le chien, mais vous avez le contrôle sur votre personnage, mais la caméra est différente de votre mouvement. Et du coup, le chien, il a des réflexes de chien, il voit un zombie, il va se carapater, et puis vous laissant complètement dans le flou littéralement, où vous voyez, vous voyez les yeux de votre chien, vous voyez votre chien qui est en train de se barrer, puis vous voyez plus votre personnage, et vous avez aucune idée si vous êtes en compagnie d'un zombie ou quoi que ce soit, et c'est assez incroyable, c'est assez génial, je trouvais, comme concept. Et de toute façon, il faut bien dire que si on a joué aux consoles de type 32 bits ou 64 bits, des caméras qui se carapatent malgré nous, on a l'habitude, donc c'est au moins une bonne réutilisation du concept.
Comme ça, au niveau d'ajouter une mécanique plutôt originale, ça me fait penser à un jeu qui s'appelle SCP Containment Breach, qui, alors, dans la veine qui est même sorti avant Amnesia en fait, mais qui est aussi un jeu où on ne peut pas se défendre. En gros, on se retrouve dans une sorte de centre où en gros ils gardent des créatures ou des objets paranormaux. Ah, c'est le fameux. Oui, c'est le fameux. Et le premier monstre qu'on rencontre, c'est Dieu. oui, justement, mais justement, je trouve que c'est une mécanique qui fonctionne vachement bien parce que le premier monstre que l'on rencontre, c'est une statue qui ne bouge pas tant qu'on la regarde. Le problème, c'est que notre personnage doit cligner des yeux. Et lorsqu'on cligne des yeux, la créature se téléporte un peu plus devant nous. Alors, c'est Doctor Who, ça. Alors, elle se téléporte pas, mais elle va très très vite. Mais ouais. Ouais, enfin, mais je veux dire, le temps d'un clignement d'yeux, elle arrive à se rapprocher de 10 mètres. Elle vous énuque. Oui, elle t'énuque, exactement. Mais du coup, le problème, c'est que des fois, on entre dans des salles où il y a du gaz, et du coup, ça commence à nous piquer les yeux, puis notre personnage commence à cligner beaucoup plus des yeux. Et il y a tout un élément de la panique qui est créé au niveau simplement des clignements d'yeux de notre personnage, et le fait de devoir constamment garder un contact visuel avec une créature assez moche, qui en plus pourrait nous énuquer à tout moment, qui je trouvais assez bien foutu. C'est tellement les anges dans Doctor Who, ça. Ah oui, c'est... Avant, enfin, je sais pas si ils étaient déjà dans la série de 1900 et quelques, mais... C'était vieux. C'est vrai que c'était vieux. Moi, je pense à un jeu qui était très moche, mais qui a fait une espèce de petit buzz quand il est sorti, c'était Slender. Quand t'as parlé d'Amnesia, j'ai pensé à ça tout de suite, parce qu'il n'y a pas le système de Sanity, mais la lampe de poche, c'est presque la même chose. Le concept de la pile de la lampe de poche, c'est le même concept que la santé mentale. Ouais, je sais pas d'où ça vient exactement à la base, mais en tout cas dans Slender, c'est un jeu très moche, fait en 3D dégueulasse. Et qu'est-ce que c'est efficace. Mais ça marche très bien. Enfin, on est dans une forêt, on doit récupérer 8 pages. Je sais plus combien de pages, ouais. 7 ou 8. Quelque chose comme ça. J'aurais dit 7, mais il me semble que c'est... Même quand tu dis 8, je crois que c'est 8. Ouais. Puis on est poursuivi par le fameux Slenderman. Mais on n'est même pas poursuivi, c'est ça qui est marrant. Enfin oui, on est poursuivi, mais des fois il pop vraiment des endroits. J'ai l'impression qu'il marche un peu aléatoirement, et puis plus vous collectez de pages, plus il va se rapprocher de vous, et puis... Mon Dieu. Ouais, donc voilà. Il a fait un peu un buzz monstrueux, ce jeu-là. Ouais, à raison, parce que c'était un petit jeu vraiment bien et facile à jouer. Voilà, il prenait maximum 10 minutes et puis enfin voilà. Ah, puis pour les youtubeurs, mais c'est parfait. Ah ouais, non. Ah bah oui, PewDiePie, tout ça. Ouais, mais vraiment, ça a lancé les youtubeurs. Bah, dans le même domaine, on a Five Nights at Freddy's, qui est un jeu où, en gros, on se retrouve comme surveillant dans le premier, en tout cas, d'une pizzeria qui se vend, enfin, sur le principe qu'il y ait des animatroniques, donc des trucs, des mannequins, ouais, des automates, voilà, je veux dire des mannequins automatisés, voilà, des automates qui jouent de la musique. Sauf que le truc, c'est que la nuit, ces automates bougent tout seuls et veulent nous tuer. Et en gros, on ne peut voir que les caméras, on ne peut pas bouger de notre centre de commande. Par contre, ce qu'on a aussi comme option, c'est fermer respectivement les deux portes qui sont à côté de nous. Le problème, c'est que fermer les portes, ça consomme de l'énergie et le générateur de la pizzeria est pourri. Donc, on ne peut pas simplement bloquer les portes et puis dire, bon bah, bonne nuit, parce que sinon on n'aurait plus d'électricité et les monstres nous énuqueraient. Oui. Donc... Sur le sujet des monstres qui nous énuquent. Non, pas sur le sujet des monstres qui nous énuquent. Dommage. Voilà, bon bref, on va pas avoir le temps de parler de Resident Evil malheureusement, même si c'est un peu la référence du jeu d'horreur, quand même c'est un petit peu les premiers à l'avoir fait. Mais bref, je voulais quand même parler de Silent Hill par contre, qui est aussi un jeu ultra connu. Mais voilà, j'aimerais juste vous parler du 4e, qui est clairement l'un des moins bons, mais moi qui m'avait beaucoup marqué déjà parce que c'était le premier auquel j'ai joué. Oui, c'est un petit peu la honte, mais après je les ai tous rattrapés, donc c'est pas grave. Mais le concept était assez incroyable, je trouvais. Le scénario était vraiment sympa. Oui, donc un scénario, le scénario de Silent Hill 4, qui reprend en fait l'idée de... vous êtes chez vous, dans un appartement, un petit appartement, et puis du jour au lendemain, l'appartement se ferme complètement de tout. C'est-à-dire que votre télévision n'affiche plus rien, votre téléphone ne communique avec plus rien, vos fenêtres sont inouvrables, la porte d'entrée est pareil, elle a des tonnes de cadenas, et puis vous êtes vraiment dans cette vision d'horreur où vous êtes enfermé, il y a toute la claustrophobie
vous êtes enfermé chez vous et puis il n'y a pas moyen d'en sortir et de communiquer avec l'extérieur. Et j'ai trouvé ce concept vraiment sympa. Alors après, ça prend un schéma des Silent Hill assez classique où après, en fait, il y a un trou qui apparaît dans votre salle de bain et puis vous entrez dans ce trou puis vous vous retrouvez dans d'autres parties de la ville. Ça ressemble à du Silent Hill assez standard, mais j'aimais beaucoup le concept de cet appartement fermé qui en fait se dégrade au fur et à mesure de l'aventure. En fait, plus vous avancez dans le jeu, plus l'appartement devient glauque. Il y a des moisissures qui apparaissent un peu partout. Vous avez des monstres qui pop au bout d'un moment. Enfin, c'est vraiment sympa. C'était assez intéressant comme concept. C'est un peu comme la démo jouable de PT, donc ouais, Silent Hill de Kojima, un petit peu, ouais. Ne sortira jamais. Ouais, c'est ça. Puis voilà, pour terminer, moi de mon côté, je voulais juste citer the truc qui m'a traumatisé durant mon enfance. C'était un monstre dans Zelda, le Ocarina of Time. Vous le trouvez dans le puits et je vais taper sur Google Scary Monster Zelda. Mais si vous ne connaissez pas ce monstre, mais il est horrible. C'est un espèce de monstre qui a un grand sourire, plein de dents, un immense sourire avec un long cou, un peu style girafe. Et puis il n'a pas de main. Puis en fait, ses mains, elles sortent du sol, puis elles vous agrippent. Et pendant ce temps, lui, il vient vous chercher avec son grand sourire et puis il essaie de vous attaquer. C'est horrible. Ça m'a traumatisé pendant toute mon enfance. Et voilà. Tapez sur Google si vous ne connaissez pas ce monstre. Moi, le grand monstre de mon enfance, c'était les Karen. Ouais. Qui était pas mal aussi. J'avoue. Donc voilà, c'était Thomario. J'étais en présence du Dr. D, de Hant et puis de Arthur, pardon, j'ai failli oublier. Et on vous souhaite une horrible soirée.